Permacon, une des marques les plus connues de notre industrie depuis plus de 60 ans. Qui n'a pas un dallage, un pavé, peut-être une brique, une pierre signée Permacon à la maison ou dans son entreprise? Mais on connaît moins son président et c'est normal puisqu'il est arrivé en poste en janvier de cette année. Mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir M. Lucas Vallon. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé en poste juste en janvier de cette année, mais on vous reçoit parce que vous avez des grands projets et puis vous prenez la tête d'une entreprise qui a un grand passé quand même. Hein? Tout à fait. Vous l'avez rappelé, Permacon a 68 ans aujourd'hui. Donc une jeune dame qui commence maintenant à bien connaître le pays et avec plus de 12 lignes de production, avec plus de 700 collaborateurs et avec plein de projets, plein de choses à faire. Alors, mesdames et messieurs, déjà, vous entendez cet accent qui n'est pas celui du Lac-Saint-Jean, il ne faut pas le confondre. C'est celui d'une région de France. Donc, forcément, on va parler des racines de M. Vallon. Et puis, vous allez voir, comme moi, que non seulement l'entreprise, mais toute sa carrière, peut-être même sa vie personnelle, c'est très, très béton. C'est très solide. Hein? On peut dire ça. Alors, Lucas, vous êtes arrivé chez nous bien avant la direction de cette entreprise, puisque avant vous étiez président d'une autre, enfin, vous dirigiez l'autre société sœur du même grand groupe qui s'appelle Oldcastle, qui est la compagnie Technicia. Tout à fait. Donc, je suis arrivé avec ma famille en septembre 2018 et en fait, j'ai rejoint dès janvier 2019 avec Sylvain Dulude. On a mené à bien la première année de Technicil ensemble et après cette année passée ensemble, j'ai évolué vers Permacon où j'ai pris la présidence depuis le 7 janvier cette année. Mm-hmm. Donc, Technicil et Permacon font partie d'une famille qui, elle, fait partie d'une autre grande famille. Êtes-vous en mesure de nous aider à comprendre tout ça? Oui, bien sûr. Et c'est assez simple. Permacon comme Technicil, deux leaders dans leur industrie respective, qui derrière sont adossés à un groupe leader qui s'appelle CRH, qui est basé en Irlande. Un groupe qui n'est pas du tout un groupe financier à l'origine, qui est un groupe de cimentiers et de carriers. Donc en fait, on est vraiment dans le béton depuis quelques années. Et en fait, que ce soit Technicil comme Permacon depuis près de 20 ans maintenant, on rejoint ce groupe pour s'adosser à des moyens, à du développement grâce et permis au travers de groupes de telle envergure. Juste pour mémoire, CRH, c'est l'un des leaders mondiaux des matériaux de construction. Ouais, sinon, le premier, on parle de 39 milliards de dollars canadiens. CRH, ça résonne aussi chez nous au Québec avec des noms comme Demix, Lafarge, sont des grands du ciment. Et puis, ils ont acheté Oldcastle, qui, lui, était devenu propriétaire de Permacon en 2001, je crois. Exact, tout à fait correct. Donc, Permacon, une société très québécoise, et vous êtes un arrivant. Vous devenez, j'imagine, à chaque jour à chaque hiver, un peu plus québécois. Est-ce que c'est une transition qui sera facile pour l'un et pour l'autre? Est-ce que le mariage est fécond dans le sens que prendre un président venant de l'extérieur, venant de l'étranger, puis le mettre à la tête d'une société aussi québécoise que Permacon, comment on voit le présent et le futur? Le présent et le futur, comment je le vois, c'est pour ma part, d'abord, en face de vous, vous avez un président heureux. Voilà, heureux avant tout de l'accueil qu'il a reçu des gens qui l'ont accueilli, Technicil il y a 2 ans, Permacon cette année, de manière générale les Québécois, pour être tout à fait sincère avec vous, et c'est pas de la flagornerie, c'est sincère ce que je dis. Et en fait, moi je suis très heureux d'être arrivé dans un pays bienveillant. Et au-delà de ça, très heureux aussi d'avoir, au travers des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, toutes, et le dénominateur commun, vous l'avez dit, c'est CRH. En fait, j'y ai trouvé de la compétence, j'ai trouvé de l'envie, j'ai trouvé de la volonté, et j'ai trouvé quelque part cette générosité dans le développement et la croissance. Et qu'on soit français ou de quelque nationalité que ce soit, quelque part, à mon âge et dans la place à laquelle je suis, je ne sais pas de quoi on pourrait rêver de mieux. Votre âge, vous avez 46 ans, ouais. On ne le cachera pas, et vous avez une société qui, oui, a plusieurs années derrière elle, mais vous êtes une personne ambitieuse qui fait partie d'une société CRH qui a des projets de croître aussi. Bon, au moment où on se parle, Permacon
au Canada. Donc, quelle est son envergure en termes de nombre d'employés, nombre d'usines, chiffre d'affaires, et puis, sans révéler des secrets, est-ce qu'on veut la faire croître encore ou on est à maturité? Non, pour répondre de manière factuelle aux questions et en totale transparence, aujourd'hui, Permacon, c'est 9 usines, c'est 12 lignes de production, c'est plus de 700 collaborateurs actuellement et c'est un chiffre d'affaires aux alentours de 180 millions de dollars canadiens. Donc ça, c'est l'état des lieux. Oui. La volonté, c'est croître, c'est se développer et c'est au-delà du chiffre d'affaires, c'est aussi donner des projets qui ont du sens et proposer des solutions, que ce soit en termes de produits ou en termes de services, qui ont du sens à nos clients. Donc c'est vraiment ce dans quoi j'ai toujours évolué et ce pourquoi aussi, je crois, on m'a fait venir un peu ici. Et donc c'est dans cette volonté de croissance et de développement que je m'inscris aujourd'hui chez Permacon. Et on est allé vous chercher, en fait, parce que je le disais d'entrée de jeu, en début d'entrevue, votre carrière, non seulement il y a un fil conducteur qui sont les produits du béton, le ciment et tout, mais même dans la grande famille CRH, ce n'est pas la première fois. Vous n'avez pas attendu d'être au Québec pour travailler pour cette grande famille. Donc, si on remontait le temps, d'abord, Lucas Vallon, vous avez étudié à l'École des sciences de la gestion dans la région de Bordeaux. Puis le premier employeur, c'était pas n'importe qui, c'est Bouygues Construction. Donnez-nous une idée du joueur, s'il y a des gens qui nous écoutent qui les connaissent mal. Bouygues Construction, donc ça vient de Bouygues, entreprise éponyme, fondée par Francis Bouygues, 74. Aujourd'hui, c'est 200 000 employés dans le monde et c'est l'un des leaders mondiaux de la construction. Oui. Et après, vous êtes allé chez Saint-Gobain. Enfin, on en parlait tout à l'heure, Ordonne, une des plus vieilles sociétés, on parle presque sous Louis XVI, une plus vieille société de construction. Donc, vous avez travaillé ensuite pour Saint-Gobain, quoi, 2 ans ou... 7 ans. 7 ans. Et pour Saint-Gobain, après avoir fait une période dans l'entreprise générale, Bouygues Construction, j'ai souhaité faire une période dans la distribution. Et donc, j'ai rejoint Saint-Gobain au travers de la filiale de distribution. De la même manière, Saint-Gobain, environ 170 000 personnes dans le monde aujourd'hui, est l'un des, avec CRH, leaders mondiaux dans la distribution de matériaux. Oui. Et après Saint-Gobain, il y a eu une série de 3 entreprises qui semblent distinctes, mais finalement, c'est un peu comme le Pac-Man. Il y en a une qui a été gobée par l'autre, qui a été gobée par l'autre, et puis ça nous amène à CRH. Alors, expliquez-nous un peu comment tout ça a évolué. Tout à fait. Après l'entreprise générale, après la distribution, voie logique, l'industrie. Donc j'ai souhaité rejoindre l'industrie et j'ai travaillé chez le leader français des produits en béton. Et à l'issue de ce parcours-là, j'ai rejoint CRH au travers de la filiale Marlux, qui est le nom de la filiale CRH en France, où j'ai dirigé en tant que président la filiale de CRH en France sur les produits d'aménagement extérieur, où on commence donc à avoir un tournant vers les équivalences de produits Permacon. Oui, donc Marlux, en plus gros, c'est Permacon? C'est Permacon en français. Oui. C'est quoi l'envergure de Marlux En termes d'usines, pareil, c'était 9 usines pour être tout à fait précis, ouais. Et c'était de l'ordre de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et est-ce que, comme pour Permacon, on développait en parallèle les marchés qu'on appelle ici du détail, là, donc des bannières de quincaillerie, là-bas le Roi Merlin, ici Rona, BMR, tout ça, et puis en même temps le marché un peu plus architectural ou plus technique, puis aussi le marché institutionnel. Est-ce que c'était aussi diversifié ou... Aussi diversifié, et je ne cacherai pas les similitudes qui sont plus que ténues entre ce que j'ai pu connaître en France et ce que je rencontre ici, que ce soit dans la distribution, à la fois les marchands, mais aussi les distributeurs professionnels, de la prescription des produits, les architectes, ou que ce soit dans les produits à maçonnerie ou les produits d'aménagement extérieur. Donc, est-ce à dire que vous arrivez pour une compagnie que vous ne connaissiez peut-être pas, Permacon, mais vous êtes déjà assez familier avec son environnement? Comme on dit en français, je suis arrivé lancé, on va dire, oui. Puisque en fait la formation, je l'avais, plus de 15 ans maintenant dans les usines, on va dire, oui. À divers postes, à chaque fois dans un poste de direction, mais à divers niveaux, sur des diverses machines, sur des divers produits, mais finalement à la fin, quelque part, quelque chose qu'on retrouve et qui m'a permis, dès le mois de janvier ici, de pouvoir être efficace, entre guillemets, assez rapidement. Dès le début. Oui. Ouais. Et puis... Donc, Permacon, aujourd'hui, dans son marché, est un des grands joueurs. Il y a quand même de la concurrence. J'imagine que là-bas aussi, il y en avait de la concurrence. Comment vous évaluez le positionnement actuellement de Permacon par rapport à d'autres joueurs? Puis, quels sont les enjeux, les issues majeurs que vous percevez après 6 mois à la tête de l'entreprise?
La force de Permacon, c'est son âge. Le défaut de Permacon ou la faiblesse de Permacon, c'est son âge. La force, c'est, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que et les Québécois connaissent encore mieux Permacon que moi, puisque ça fait presque 70 ans maintenant. Ouais. Et en fait, cette nécessité de se réinventer, de proposer des choses nouvelles, c'est peut-être ce qui manquait un peu sur la fin. C'est peut-être aussi un peu l'objet de ma mission en arrivant chez Permacon depuis janvier. Par contre, il y a vraiment, et c'est vraiment très apprécié, il y a vraiment une parfaite connaissance de la marque, une parfaite reconnaissance aussi de la marque. Donc c'est, on va dire, l'équivalent du frigidaire pour un Français. Donc c'est vraiment ce qui est très plaisant aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, je n'ai rencontré que des clients heureux, satisfaits, contents et tous avec une envie de développement. Et c'est quelque part pour moi, je ne vais pas dire un boulevard, mais en tout cas une belle avenue pour continuer à conduire Permacon. Oui. Et sur l'ensemble des usines, il y en a quand même plusieurs qui sont au Québec. Je crois qu'il y en a 2 à Montréal, une à Saint-Eustache, une à Trois-Rivières, une à Québec. C'est bien ça? Tout à fait. Ça, c'est pour le maintien, jusqu'à preuve du contraire. Vous gardez en activité ces opérations? Plus que jamais. Plus que jamais. Ouais. Et puis donc, pour le marché du Québec, oui, très, très domestique, on sent que la place de Permacon, elle est bien établie. Dans le reste du Canada, qu'en est-il? Est-ce que le nom de Permacon résonne avec autant de force ou il y a plus de travail à faire? Il y a plus de travail à faire, notamment en Ontario, où il y a également 5 usines. Donc il y a plus de travail à faire parce qu'il y a aussi plus de compétiteurs. L'histoire de Permacon, je l'ai dit, c'est le Québec. Ouais. L'usine originelle, on va dire, était basée à Sherbrooke. Donc en fait, c'est sûr que vis-à-vis de Toronto, c'est un peu plus loin tout ça. Ouais. Il y a aussi la langue qui est aussi différente. Donc on est sans doute moins leader au Québec et plus challenger, on va dire, en Ontario. Ouais. Mais par contre, il y a aussi une grosse volonté de développer des choses. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et la force d'un groupe, pour en revenir à l'appui du groupe qui est le nôtre, à savoir CRH, c'est aussi de nous donner des capacités d'investissement chaque année en millions de dollars pour investir et moderniser nos usines. Une question de néophyte, si vous me permettez. Il me semble que le poids doit limiter la capacité de vos gammes de produits d'être exportées. Je veux dire, sur le plan géographique, il y a des limites ou... Tout à fait, vous avez raison, et je vois que c'est une question de néophyte, mais néanmoins de néophyte éclairé, puisque nos produits sont lourds, et c'est principalement leur gros défaut si on devait leur en trouver un. Donc ils ne voyagent pas. C'est une raison, c'est comme ça, c'est une donnée avec laquelle il faut faire. Et c'est aussi ce pourquoi on a nécessité d'avoir des sites industriels et des usines un peu partout dans un territoire qui est aussi grand que celui du Québec ou de l'Ontario. Donc c'est vraiment une nécessité d'être à proximité de nos clients, d'être aussi le plus compétitif possible en produisant au plus près de nos clients. Et il y a une expression que j'aime bien, c'est aussi la volonté de faire les produits bien faits ici. Oui, d'ailleurs, on est très heureux de compter sur Permacon parmi la famille, bien fait ici. Et on va en entendre parler de plus en plus. On va remettre ça à l'agenda politique au premier plan. Vous allez en entendre parler. Alors, Permacon est une compagnie d'ici. Est-ce que vous trouvez, M. Lucas, que le Québec, le Canada encourage suffisamment les produits manufacturés localement? Sans doute pas assez, et c'est ce que je peux regretter, et je le regrette sincèrement, parce que je crois qu'avant tout, une économie, elle est forte par son tissu industriel, et notamment par la proximité qu'il y a entre l'achat, le consommateur, et ses industries, les usines. Et que ce soit d'un pays ou d'une région différente, je trouve qu'on privilégie pas assez, sans aucun doute, les produits faits ici. Croyez-vous que les municipalités, le gouvernement du Québec, peut-être aussi le gouvernement central, pourraient incorporer dans des appels d'offres publics un certain préjugé favorable à l'égard des produits d'ici jusqu'à concurrence d'un certain prix? Comment vous voyez cet aspect politique là, de ma question? Il y a un aspect politique qui m'apparaît indispensable de privilégier sa population, quelle qu'elle soit. Premier point. Deuxième point, il y a un aspect environnemental. Quand on voit aujourd'hui sur les produits qui sont les produits concurrents aux nôtres, des produits arrivés d'Allemagne ou des produits arrivés d'Europe plus généralement, ou même des États-Unis, il y a un peu un double discours entre ce qu'on peut entendre dans les médias et la réalité des choses sur les chantiers sur lesquels on opère. Donc et je le regrette.
Bien sûr. Vous aimeriez plus de solidarité également de la part des concepteurs, donc architectes, designers et donneurs d'ouvrages? Sans aucun doute, et il faut aussi que nous, et on doit être les premiers à se remettre en cause là-dessus, parce que peut-être qu'on ne leur a pas assez parlé, peut-être qu'il faut être encore plus présent, et donc on a pris aussi la décision chez Permacon de renforcer cette relation, tous les projets ICI par exemple, sur lesquels on va investir plus de temps pour mieux faire connaître nos produits. On n'a que 68 ans finalement, donc on va encore renforcer ce lien avec les architectes, les donneurs d'ordre, pour être encore plus présent, pour finalement ne plus avoir de prétexte éventuel à ne pas trouver des produits québécois sur des bâtiments québécois. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme Permacon, et Technicia, sans doute ce serait la même question, doit aussi compter sur son patronat, et en l'occurrence sur l'ACMAT, entre autres pour défendre des positions comme ça sur l'achat local et puis la solidarité économique avec la fabrication au Québec et au Canada? Est-ce qu'on a, selon vous, on a un rôle à jouer? Un rôle essentiel. Et je pense qu'il faut additionner toutes les bonnes volontés qui partagent la même envie et le même état d'esprit. Voilà. Et l'ACMAT a été fer de lance, et c'est aussi ce pourquoi je prends plaisir à faire cette interview ensemble, c'est que l'ACMAT a été dès le début un fer de lance, continue à l'être, et je souhaite et je vous encourage à ce qu'elle continue longtemps à l'être. Donc, dois-je comprendre que chaque centre de production a un rayon possible qui a ses limites? On peut l'évaluer à quoi? À combien de kilomètres? 150-200 km maximum, au-delà desquels on commence à souffrir. J'imagine que faire partie d'une grande famille comme CRH a des avantages au niveau de la créativité, de l'innovation, de la recherche-développement. Vous accédez à des produits développés ailleurs et vice-versa. Peut-être que d'autres centres de bénéfices peuvent bénéficier de l'expérience de Permacon. Tout à fait, et la créativité, elle est mise à l'épreuve et démontrée chaque année. La gamme de produits Permacon, c'est plus de 1400 produits. Et cette année, on a lancé 52 produits. L'an dernier, plus de 40. Et sans dévoiler de scoop, l'année prochaine, il y en aura au moins une trentaine. Donc chaque année, on se réinvente, on renouvelle et on repropose des solutions les plus en phase avec les demandes du marché. Rencontrez-vous vos homologues qui dirigent d'autres filiales du groupe Oldcastle à l'intérieur de CRH, que ce soit par des nouvelles plateformes comme Zoom que nous apprenons à connaître ou bien des rencontres physiques? Bien sûr, et c'est ce qui est... et entre nous, si je devais résumer, c'est super, parce que c'est un accélérateur d'échange, un accélérateur de compétences finalement, et que ce soit avec mes anciens collègues européens ou avec l'ensemble de mes collègues américains, ou aussi avec mes autres collègues canadiens, puisque jusqu'en Colombie-Britannique, en fait, c'est de manière hebdomadaire, on a des réunions ensemble, et de manière hebdomadaire, on partage sur les bonnes pratiques et ce sur quoi on pourrait faire évoluer chacun de nos business units dans l'intérêt global. Mm-hmm. Le commerce électronique, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire de raccord entre ce phénomène qui change la consommation et puis le marché du pavé et puis des dalles et tout ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça va vous affecter positivement ou négativement? La limite du commerce électronique par rapport à nos produits, vous l'avez évoqué tout à l'heure en tant que néophyte éclairé, c'est le poids de nos produits. Oui. Et quelque part, il est plus facile de faire voyager un livre ou un tournevis que de faire voyager une palette de dalles en béton. Et c'est quelque part la limite de l'exercice qui est le nôtre. Donc on préfère finalement s'appuyer sur notre réseau de distribution, fidèle et loyal, et on leur laisse la place, quitte à leur préparer les commandes en amont chez nous dans nos usines, on leur laisse la place dans l'organisation de la logistique, qui est vraiment le point saillant de la limite du commerce des produits en béton. Donc vous êtes lié au marché physique? Bien sûr. Mais dans quelle mesure est-ce que Permacon ou la grande famille CRH a incorporé quand même des dimensions de ce vaste monde là, du web? Est-ce que quand même depuis les 20 ans que vous êtes dans cette industrie, est-ce que quand même il y a des aspects où on utilise un peu plus l'électronique? La limite de l'électronique pour les produits en béton, c'est la livraison. Par contre, tout ce qui se passe en amont ou en aval, c'est-à-dire le suivi, c'est-à-dire les conseils de pose, les tutos, les vidéos, les photos, comme en amont, la partie technique, fiches techniques, photos, présentations, etc. Évidemment, tout ça reste dans le core business de notre activité. Et ça, ce sont des choses qu'on développe en interne. On a un service marketing avec 7 personnes aujourd'hui qui développent ces outils justement au service de nos clients. Vous êtes présent
auprès des marchands, auprès des centres de rénovation, par le truchement des médias de l'ACMAT, puis par d'autres manières. Est-ce que vous avez l'intention, comme président de Permacon, d'être aussi en relation directe avec l'utilisateur final, c'est-à-dire le bricoleur à la maison qui a peut-être l'intention d'utiliser vos produits, donc de les acheter en quincaillerie? Est-ce que pour vous, c'est important d'essayer d'établir une relation directe avec ce consommateur? Elle est à deux niveaux, cette relation. Elle est à la fois chez les entreprises du paysage, qu'on suit et qu'on accompagne, et où les représentants de Permacon vont directement au contact pour accompagner la démonstration et la présentation de nos produits, les avantages et notamment les conseils de mise en œuvre. Ça, c'est le premier pan d'activité. Le deuxième pan d'activité, ce sont les particuliers, si je puis les appeler comme ça. Et là, on met toute une batterie de tutos, d'explications, que ce soit sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, pour justement accompagner la pose et la mise en œuvre de nos produits, une fois produits achetés dans nos chaînes de distribution préférées. Oui. Donc, avant Permacon, vous avez fait une année chez Techniseal et donc depuis 2 ans que vous êtes parmi nous. Quelle est la première différence que vous remarquez dans notre culture d'affaires par rapport à celle qui prévalait dans vos autres expériences qui étaient toutes françaises? La première, est sans doute la plus belle, je crois que c'est la tolérance. C'est le droit à l'erreur et finalement la fidélité. Voilà. Et j'ai trouvé dans mes diverses présentations, que je sois chez Techniseal ou aujourd'hui chez Permacon, à chaque fois j'ai rencontré des clients qui parfois avaient pu éventuellement connaître un petit quelque chose, mais finalement c'était pas bien grave et personne n'en voulait à personne. Donc c'est quelque part cette bienveillance dans la relation commerciale. Donc il y a une certaine indulgence que vous sentez chez nous. Indulgence, oui, mais indulgence, je ne veux pas dire non plus, veut pas dire n'importe quoi non plus. Donc, indulgence n'exclut pas exigence. Donc, et malgré tout, il y a de l'exigence et c'est ce sur quoi nous on se bat et c'est mon quotidien pour. Dans les relations de travail avec vos employés, est-ce que vous sentez qu'il y a des différences aussi dans la relation, dans ce que les employés attendent de vous comme un des dirigeants? Oui. Ce qu'ils attendent peut-être encore plus de moi que j'ai pu connaître dans d'autres pays, ou dans d'autres fonctions, c'est le rôle de leader. Voilà. Donc en fait, ils attendent d'avoir quelqu'un qui passe devant. Voilà. Et ça tombe bien. OK. Et si un Québécois fait le chemin inverse, oui. Puis il décide d'accepter un poste en France, un poste de direction en France, quel serait le principal défi? Qu'est-ce qu'il trouverait difficile de travailler s'il se retrouvait dans une structure française? Parce qu'on dit souvent que c'est plus lourd, c'est plus empesé. Est-ce que c'est encore vrai? C'est encore vrai. C'est encore vrai. Je pense qu'il y a deux choses. Alors l'une, la première, ça sera sur le ton de la plaisanterie, c'est la longueur des repas, le midi. Et la deuxième, c'est la longueur des journées. Et donc ça en fait, le temps de travail en France est beaucoup plus long qu'ici, puisque généralement, on ne sort pas du bureau avant 19h30, 20h. Donc ça fait quand même des journées assez longues. Bon, ben justement, ça m'amène à la dernière série de questions c'est une entrevue avec l'homme aussi que j'ai devant moi. Au début, j'ai employé le qualificatif de béton. C'est que vous avez une carrière qui a ce fil conducteur au niveau du produit même, du béton, mais dans votre vie personnelle, c'est assez quand même... comment dire, il y a une stabilité aussi. Vous êtes marié depuis longtemps, vous avez 3 enfants. Pouvez-vous nous parler un peu de votre vie personnelle? 3 enfants, on est ensemble depuis plus de 20 ans. Oui. Voilà, donc on est très heureux, beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, finalement pas beaucoup de soucis. Voilà, et puis l'envie de rencontrer les gens. J'ai cité les voyages, on a fait plus de 50 pays avec ma compagne. Et c'est aussi cette envie d'échange, de comprendre, de connaître, de discuter et finalement d'apprendre. Et moi, tous les jours, j'apprends, donc je suis heureux. Oui, béton au niveau du sport aussi, puisque vous avez choisi un sport je ne sais pas si on peut encore employer ce mot de viril, mais je l'emploierais même si vous étiez dans l'équipe féminine. Donc, le rugby. Pourquoi avoir choisi de pratiquer ce sport plutôt que d'autres? Je pense avant tout un sport de partage. J'en ai fait pendant 17 ans, j'étais professionnel de rugby et quelque part c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans l'humilité, la reconnaissance comment dire, cette nécessité d'être ensemble dans l'effort et aussi
Work hard, play hard. Donc on Oui. sait aussi travailler fort, mais on sait aussi s'en satisfaire fort. Donc ça a été pour moi une super aventure humaine. Ouais. Ben, je m'attendais au mot authenticité, parce que pour moi, le rugby, c'est aussi un des sports qui est le moins fake, pour employer un mot à la mode. J'ai raison, non? Tout à fait, entièrement raison, 200% raison. Ça vous ressemble aussi? Vous aimez la franchise? C'est un sport vrai. Oui. Et je crois que si j'y suis allé, c'est que ça devait aussi correspondre à un de mes traits de caractère. Pardon. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir pratiqué sur une base longue et professionnelle ce sport? D'abord, est-ce que ça vous a apporté des blessures? Finalement, pas tant que ça. Donc, après 17 ans, j'en suis assez ravi. Non, ce que ça m'a apporté, c'est le terme un peu galvaudé, mais c'est une fraternité. Et si demain matin ou tout à l'heure, je rencontrais quelqu'un avec qui j'ai joué il y a 15 ans, je pense qu'on reprendrait notre conversation d'il y a 15 ans comme si on s'était quitté il y a 5 minutes. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Et il y a une certaine solidarité dans ce sport-là qui est peut-être est moins présente dans d'autres sports, mais il y a une vraie solidarité qui existe et un coup de téléphone de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, et s'il est en problème, s'il est en carafe, comme on dit chez nous, tout le monde accourt à son secours. Vous parlez presque comme si vous aviez combattu ensemble. Le rugby est avant tout un sport de combat et à son corps défendant, puisqu'il n'y a pas de caractère plastique autour de l'homme, donc ce qui en fait un sport moins fake que d'autres, sans doute. Donc c'est avant tout un sport de combat et c'est avant tout une dédication personnelle dans l'effort. Donc c'est un sport de combat et de contact, et cette partie de gladiateur, on va dire, fait que ça rapproche et ça resserre les gens. Est-ce que vous pensez que la pratique d'un sport comme celui-là a contribué à forger votre caractère? Et puis tout à l'heure, vous aviez dit que les gens attendent du leadership, et puis vous avez le titre de président. Est-ce que la pratique du rugby vous aide, selon vous, à assumer un rôle de présidence d'entreprise? Sans aucun doute. Et récemment, on me demandait comment résumer ma fonction. Et j'ai donné une expression, j'ai dit président d'une entreprise, c'est un peu comme les vagues et le rocher. Voilà. Donc, et ma fonction, c'est de faire le rocher. Voilà. Mm-hmm. L'équipe pour laquelle vous avez joué longtemps, qu'on peut résumer par 3 lettres, UBB, est une des meilleures de France. Donc, vous aimez aussi le succès. Vous aimez réussir. Alors, si vous êtes avec Père Marcon, c'est aussi... Vous n'êtes pas en fin de carrière. Quand on joue, c'est pour gagner. Voilà. Oui. Donc, vous avez des objectifs. Et puis, la compagnie a des attentes également. Je ne suis pas en fin de carrière, en effet. Non. Puis, et qu'est-ce que vous faites pour rester en forme maintenant, puisque le rugby au Québec... Je travaille chez Père Macon. Non, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup de temps, et aussi parce que je m'y investis beaucoup, parce que évidemment j'y prends aussi grand plaisir. Ouais. Et le temps qui me reste, je le consacre à mes enfants et à mon épouse. Ah oui, mais il faudrait apprendre à patiner aussi peut-être. Je vais investir. Et les enfants, est-ce qu'ils ont hérité d'un peu du caractère sportif du papa? Oui, alors j'ai une collection de vélos à la maison. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et le plus jeune, si le plus grand est dans le vélo et en montagne, en forêt. Et donc il a trouvé son élément ici. Le plus jeune, lui, est plutôt tourné vers le soccer. Est-ce que, si je posais la question à l'épouse et aux 3 enfants, est-ce que tous les 5 donc, de l'unité familiale seraient d'accord pour dire qu'ils sont contents du choix d'avoir quitté leur pays et puis de choisir un nouveau pays qui est le Québec dans le Canada? Sans aucun doute. Et j'ai une mauvaise nouvelle, parce que je crois que vous allez devoir nous supporter encore pendant un moment. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux ici parmi nous? Sans aucun doute, c'est la bienveillance des gens, c'est la tolérance, c'est l'accueil qui nous a été réservé. Et il y a plus de 5 ans maintenant, on avait initié ce parcours pour aller vers ces valeurs. C'est des valeurs qu'on a trouvées, que l'on est très content d'avoir trouvées et qu'on n'est pas prêt de quitter. C'est bien. Malgré les hivers? Aucun souci. C'est bon. J'ai ma tuque. Ça a été un plaisir, M. Lucas. Réciproquement. Bienvenue et puis restez avec nous pour toujours. Avec grand plaisir.